Explication spirituelle 53, la substance fondamentale, explication et démonstration fondamentale. Supposons qu'au départ il n'y avait que le néant, et prenons le temps de comprendre ce que signifie le néant. Quand on pose la supposition qu'au départ il n'y avait que le néant, on pose la supposition qu'au départ il n'y avait rien, pas juste rien, mais, radicalement et absolument rien. Pas de substance, pas d'espace et pas de temps. Il ne s'agit pas de dire qu'au départ il y aurait eu un espace vide, il s'agit bien de dire qu'au départ il n'y avait pas d'espace. Il ne s'agit pas de dire qu'au départ il y aurait eu un temps au sein duquel, ou au cours duquel rien ne se serait passé, il s'agit bien de dire qu'au départ il n'y avait pas de temps. Et il s'agit bien de dire qu'au départ il n'y avait pas de substance. Rappelons que nous ne faisons qu'expliciter, à ce stade, les implications de la supposition qui dit qu'au départ il n'y avait que le néant. Si au départ il n'y avait que le néant, il faut encore comprendre que le néant ne pouvait coexister avec rien d'autre, rien à côté du néant, rien en dessous, rien au-dessus, rien devant, rien derrière, rien en dehors, et évidemment rien au cœur du néant. Le néant, ce n'est pas un endroit vide au sein de l'espace, ce n'est pas une époque dans le temps où rien ne se passerait, ce n'est pas un endroit quelque part hors de l'espace, ce n'est pas une époque qui se situerait hors du temps, au passage, il n'y a pas de hors de l'espace et il n'y a pas de hors du temps, mais cela nous le montrerons plus loin. Le néant, c'est, disons-le encore une fois, l'absence radicale et absolue de quoi que ce soit. Si au départ il n'y avait que le néant, alors il devrait toujours y avoir le néant. Pourquoi ? Le néant étant l'absence radicale et absolue de quoi que ce soit, le néant c'est aussi l'absence radicale et absolue de quoi que ce soit dans le néant, qui puisse mettre fin à l'existence du néant. Comprenez bien, l'absence radicale et absolue de quoi que ce soit dans le néant, et comme, s'il y a le néant, il n'y a pas d'en dehors du néant ni d'accent grave côté du néant, c'est simplement l'absence radicale et absolue de quoi que ce soit qui puisse mettre fin à l'existence du néant. Si l'hypothèse de l'existence du néant au départ de la réalité était vraie, alors ce serait toujours le néant. Or vous existez, et le constat de votre existence est la preuve empirique, et preuve absolue, aussi empirique soit-elle, du caractère faux, non vrai, de l'hypothèse du néant. Si la seule chose qui existât, était une simple particule de poussière, et même si elle n'eût existé que pour une fraction infime de temps, l'existence de cette simple particule de poussière serait la preuve empirique du caractère faux de l'hypothèse du néant, même s'il n'y avait eu aucun être conscient pour se rendre compte de l'existence de cette particule de poussière. Le fait qu'il existe quelque chose, est la preuve empirique, et preuve absolue. Et empirique soit-elle, que le néant n'a jamais existé. Non pas la preuve que quelque chose aurait mis fin à l'existence du néant. Si le néant avait existé au départ, le néant n'aurait cessé d'exister. En d'autres termes, si au départ il n'y avait rien, radicalement et absolument rien, alors il n'y aurait jamais rien eu qui ait pu mettre fin à cet état des choses. Si l'hypothèse de l'existence du néant au départ était vraie, alors rien d'autre que le néant n'existerait, c'est-à-dire que rien n'existerait, l'absence radicale et absolue de quoi que ce soit, perdurerait à jamais, perdurerait toujours. Le fait qu'il existe quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, le fait qu'il existe quelque chose plutôt que rien, est la preuve empirique et absolue qu'il n'y avait pas de néant au départ, c'est-à-dire la preuve empirique et absolue qu'il est impossible qu'absolument rien n'ait jamais existé. Le néant n'est pas quelque chose, le terme néant désigne l'idée d'une absence radicale et absolue de quoi que ce soit, et nous venons de montrer que cette idée ne renvoie à aucune possibilité de réalité. La conséquence immédiate du caractère faux de l'hypothèse du néant, c'est que, nécessairement, il a toujours existé quelque chose. C'est la question pourquoi y a-t-il eu quelque chose plutôt que rien, c'est cette question-là qui n'a aucun sens. Essayer d'expliquer le pourquoi d'une chose, c'est supposer l'existence d'une autre chose, qui aurait nécessairement amené la première chose à l'existence, et qui lui aurait éventuellement assigné un but. Or, nous venons de montrer qu'il a nécessairement toujours existé quelque chose, c'est-à-dire que l'essence de la réalité, quelle qu'elle soit effectivement, a toujours existé. Rien ne l'a amenée à l'existence, elle a toujours existé. Rien ne lui a assigné un but, elle a toujours existé. Se poser la question pourquoi y a-t-il eu quelque chose plutôt que rien revient à se demander, à la lumière de ce que nous venons de montrer. Revient à se demander, d'où vient ce qui a toujours existé, quelle est l'origine de ce qui a toujours existé. Et des questions de ce type n'ont simplement aucun sens, aucune pertinence, lorsqu'on parle de l'essence de la réalité, quand il a été montré que cette essence a nécessairement toujours existé. L'essence de la réalité a toujours existé, rien ne l'a créée, rien ne l'a amenée à l'existence,
rien ne l'a fait surgir du néant, elle a toujours existé. Ceci n'est pas une affirmation gratuite. C'est juste la conclusion de la démonstration ci-dessus. Est-il possible de déterminer quelques-unes des caractéristiques fondamentales de l'essence de la réalité? L'essence de la réalité est nécessairement substantielle. Non pas qu'elle soit de la matière ou qu'elle soit de l'énergie, mais elle est la substance fondamentale dont la matière et dont l'énergie sont évidemment des modalités. Le fait que vous existiez, avons-nous vu, est la preuve empirique et absolue du caractère faux de l'hypothèse du néant, et la démonstration du caractère faux de l'hypothèse du néant, implique le fait qu'il a toujours existé quelque chose. Non pas que vous auriez toujours existé, non pas que la planète sur laquelle vous habitez aurait toujours existé, non pas que l'étoile centrale du système stellaire auquel appartient votre planète aurait toujours existé. Ce qui a toujours existé, ce n'est pas le mobilier du cosmos, mobilier, planète, étoile, galaxie, etc., c'est l'essence substantielle qui compose ultimement les choses, l'essence substantielle des éléments du mobilier du cosmos, depuis les atomes de votre organisme, jusqu'aux particules énergétiques en fusion dans le cœur des étoiles. Exister, c'est nécessairement exister dans l'espace et dans le temps. L'essence substantielle de la réalité ayant toujours existé, cela implique naturellement que l'espace et le temps ont également toujours existé. Supposons un instant que l'essence substantielle de la réalité ait existé sans espace et sans temps. Dire que l'essence substantielle de la réalité aurait existé sans espace, c'est dire qu'elle aurait existé sans comporter aucune épaisseur. Prenez un objet quelconque, cet objet est composé ultimement de l'essence substantielle de la réalité, nous dirons substance fondamentale. Supposons que vous aplatissiez cet objet, et supposons que vous ne cessiez de l'aplatir encore et encore. Aussi petite que devienne son épaisseur, tant qu'elle n'est pas strictement et absolument nulle, l'objet existe toujours. Si vous pouviez rendre strictement et absolument nulle son épaisseur, l'objet cesserait purement et simplement d'exister. Non pas qu'il serait passé dans un autre état, non pas qu'il serait passé dans une autre dimension, non pas qu'il serait sorti de l'espace, mais il cesserait purement et simplement d'exister. Exister, c'est exister dans l'espace, c'est disposer d'une volumétrie non nulle dans l'espace, car une épaisseur non nulle implique que l'objet considéré est d'une épaisseur non nulle dans quelque direction qu'on la mesure, bien qu'elle puisse être plus petite dans certaines directions, et plus grande dans d'autres directions. Il faut quelque quantité de substance fondamentale et quelques modalités de substance fondamentale, pour constituer par exemple un champ magnétique, un caillou, une goutte d'eau, une rafale de vent, un rayonnement de neutrinos, une flamme, un nuage de fumée, etc. Ces choses ne sont constituées que de substances fondamentales. Et de rien d'autre, ultimement. Si ces choses ont une volumétrie non nulle, c'est parce que les particules de substance fondamentale, pour le dire ainsi, ont en elles-mêmes une volumétrie non nulle également. Si vous dites que chaque particule de substance fondamentale est d'une volumétrie strictement et absolument nulle, alors la substance fondamentale n'existerait tout simplement pas, et il n'existerait aucun mobilier dans le cosmos. Une addition infinie de zéro est strictement et absolument zéro, tandis qu'une addition infinie d'infinitésimaux non nuls donne une substance existante infinie. La volumétrie non nulle est une caractéristique nécessaire de la substance fondamentale, et cette caractéristique nécessaire nécessite elle-même l'existence de l'espace, de sorte que l'existence de l'espace est nécessaire à l'existence de la substance fondamentale. Comme la substance fondamentale a toujours existé, il s'ensuit nécessairement que l'espace aussi a toujours existé. Supposons à présent que la substance fondamentale ait existé sans le temps. Est-ce que nous comprenons ce que cela veut dire? Une chose qui existe nécessairement dans la durée, peu importe la grandeur de cette durée. Si une particule n'émerge du vide quantique que pour la durée d'un milliardième de nanoseconde, cela constitue une durée d'existence extrêmement brève, mais pour aussi brève qu'elle soit, elle n'est pas strictement et absolument nulle. Si nous supposons un phénomène bref dont nous prétendrions qu'il aurait existé sur une durée strictement et absolument nulle, alors nous nous trompons, soit sur l'existence de ce phénomène, soit sur sa durée d'existence. Si nous avons raison sur la durée, qui serait donc strictement et absolument nulle, alors ce phénomène n'a jamais existé. Si nous avons raison sur l'existence de ce phénomène, alors sa durée ne peut pas avoir été nulle au sens strict et absolu, il s'agira alors d'une durée extrêmement petite, mais pas strictement et absolument nulle. Pour qu'une chose existe, elle doit exister sur une durée non nulle. Il s'ensuit que l'existence de la substance fondamentale nécessite l'existence du temps, et comme la substance fondamentale existe depuis toujours,
alors le temps aussi existe depuis toujours. L'essence de la réalité, c'est à la fois la substance fondamentale, l'espace et le temps, et ces trois choses sont des existants fondamentaux qui existent depuis toujours, et tout ce qui existe par ailleurs, existe dans l'espace et dans le temps, et procède de quelques modalités de la substance fondamentale. Dire que la substance fondamentale a toujours existé, c'est dire qu'elle existe depuis un temps infini. Posons les choses de la manière suivante, la substance fondamentale existe, ce qui signifie qu'elle est dotée d'une force d'existence, ou d'une capacité de persistance dans l'espace et dans le temps. Comme la substance fondamentale existe depuis un temps infini, cela implique naturellement et nécessairement que sa force d'existence est infinie. Si la force d'existence de la substance fondamentale était finie, elle aurait été incapable de maintenir l'existence de la substance fondamentale dans l'espace et dans le temps pendant une durée infinie. Or, nous avons établi que la substance fondamentale existe depuis toujours, et cela implique donc que sa capacité de persistance dans l'espace et dans le temps est infinie. Dans l'autre sens, la force d'existence de la substance fondamentale étant infinie, sa capacité à maintenir la substance fondamentale dans l'existence pour les temps futurs est absolue, ce qui signifie que la substance fondamentale existera toujours. Le caractère d'une chose qui a toujours existé, et qui existera toujours, c'est l'éternité. La substance fondamentale est donc éternelle, elle est sans commencement, elle a toujours existé, et elle est sans fin, elle existera toujours, rien ne l'a créée, rien ne l'a amenée à l'existence. Et rien ne peut l'annihiler, rien ne peut la soustraire à l'existence, sa force d'existence est infinie, et donc absolue. Et comme l'espace et le temps sont les corollaires nécessaires au fait d'exister, il s'ensuit que l'espace et le temps sont également éternels, sans commencement et sans fin. La notion d'éternité, c'est la notion d'infini dans les termes du temps. Qu'en est-il de l'espace ? L'espace peut se penser comme le cadre absolu de la réalité, permettant que les choses substantielles aient une volumétrie non nulle, tandis que le temps peut se penser comme le cadre absolu de la réalité, permettant que les phénomènes aient une durée non nulle. La modalité propre d'existence de l'espace est la volumétrie, plus précisément ce qui accueille la volumétrie. Comme l'espace est éternel, sa force d'existence est infinie, mais cette force d'existence ne s'exprime pas dans la même modalité que celle de la substance fondamentale. La force d'existence de la substance fondamentale s'exprime dans la modalité de la capacité de présence dans l'espace et de persistance dans le temps, pour le dire tout à fait correctement. La force d'existence de l'espace s'exprime dans la modalité de la capacité d'accueillir des choses substantielles volumétriques. Comme l'espace existe depuis toujours, cela implique que sa force d'existence est infinie, et par suite que sa capacité d'accueillir de la volumétrie est infinie. Ce qui implique que l'espace en lui-même est infini. Plus précisément, la force d'existence de l'espace s'exprime simultanément comme la capacité de persistance dans le temps, et comme la capacité d'accueil de la volumétrie. Si elle est infinie dans l'une de ces modalités, elle l'est nécessairement dans l'autre aussi. Donc l'espace est infini. Le temps est infini selon son genre, et l'espace est infini selon son genre. Qu'en est-il de la substance fondamentale ? Nous avons déjà établi qu'elle est infinie dans le temps, qu'elle est éternelle. Est-elle également infinie dans l'espace ? L'existence de la substance fondamentale implique l'existence de l'espace, mais l'existence de l'espace n'implique pas nécessairement celle de la substance fondamentale. Plus précisément, l'existence de la substance fondamentale implique nécessairement l'existence d'un espace suffisamment grand pour l'accueillir, et s'il existe plus d'espace que la substance fondamentale n'occupe de volume dans l'espace, il est impossible de déduire l'existence de ce plus d'espace à partir de la seule existence de la substance fondamentale. Pour statuer si la substance fondamentale est infinie ou non dans l'espace, il faut regarder de plus près sa force d'existence. Dire que la substance fondamentale est éternelle, c'est dire que sa capacité à occuper le temps est absolue, et c'est le cas, la force d'existence de la substance fondamentale est infinie, et l'expression de cette puissance infinie dans le temps se traduit par le caractère éternel de la substance fondamentale. La force d'existence de la substance fondamentale ne s'exprime pas seulement par rapport au temps, elle s'exprime aussi par rapport à l'espace, en faisant exister la substance fondamentale dans l'espace. Et comme la force d'existence de la substance fondamentale est infinie dans sa modalité de faire exister la substance fondamentale dans le temps, elle est nécessairement infinie aussi dans sa modalité de faire exister la substance fondamentale dans l'espace. Ce qui signifie que la capacité de la substance fondamentale à exister dans l'espace est absolue.
Cela implique nécessairement que la substance fondamentale est également infinie dans l'espace, elle occupe l'espace de manière absolue. L'espace étant infini, la substance fondamentale est également infinie par voie de conséquence. De quoi est composée la substance fondamentale? Supposons que la substance fondamentale soit composée de systèmes complexes. Un système complexe est un système comportant au moins deux éléments formant ensemble un système, et donc deux éléments solidaires de quelque façon. Un système complexe est un système qui peut être détruit en tant que système, du fait même que ces éléments sont distincts les uns des autres, et donc qu'une force quelconque suffisamment grande peut affecter de quelque manière l'intégrité relative du système que composent ces éléments. Incidemment, nous venons d'établir qu'un système complexe ne peut pas être éternel, parce que sa nature de complexité impose son caractère de destructibilité. Une chose éternelle est une chose qui persiste de manière absolue dans le temps, sans perdre son identité en tant que la chose qu'elle est. La substance fondamentale étant éternelle, il est impossible qu'elle puisse être composée de systèmes complexes, peu importe combien petit on essaierait de penser ces systèmes. Quoi que ce soit qui compose la substance fondamentale, cela est nécessairement simple, absolument simple, dépourvu de la moindre complexité, ce qui ne signifie pas dépourvu de la moindre propriété. Pour que la substance fondamentale soit éternelle, il est nécessaire que ces éléments fondamentaux soient indestructibles, donc il est nécessaire que ces éléments fondamentaux soient simples, absolument simples. La substance fondamentale n'est pas un système, c'est simplement le fait des éléments fondamentaux indestructibles qui peuplent l'espace en quantité infinie, et cela depuis toujours. En d'autres termes, la substance fondamentale est composée d'elle-même, dit autrement encore, la substance fondamentale est composée d'unités de substance fondamentale, et chacune de ces unités n'est composée que d'elle-même, ces unités de substance fondamentale sont donc simples, indécomposables et indestructibles. Indécomposables, sinon elles seraient des systèmes complexes destructibles, et indestructibles, sinon la substance fondamentale ne saurait être éternelle. Les unités de substance fondamentale sont simples, d'une simplicité absolue. Il ne s'agit pas de petits systèmes complexes composés de très peu d'éléments, il s'agit d'unités ayant zéro complexité, d'unités élémentaires, non pas élémentaires en apparence parce qu'on aurait du mal à déterminer leur composition, mais élémentaires de manière absolue, radicalement et absolument élémentaires. Le fait de la juxtaposition fondamentale des unités de substance fondamentale en quantité infinie, et cela depuis toujours, c'est cela qui est appelé ici substance fondamentale. La substance fondamentale n'est pas un système est une association caractéristique d'au moins deux éléments, ces éléments pouvant être simples en eux-mêmes. Une juxtaposition n'est pas une association caractéristique, le fait d'une juxtaposition ne constitue pas un système. Le système solaire par exemple est un système, parce que les planètes et le Soleil sont dans une situation d'association caractéristique, laquelle association caractéristique donne naissance au système appelé système solaire, lequel système possède son identité propre en tant que système. La substance fondamentale est simple, et nous avons établi qu'elle est nécessairement simple, parce qu'elle est éternelle. Tout système complexe est nécessairement non éternel. Pourquoi? Tout système complexe est destructible par principe en tant que le système qu'il est, donc sa capacité de persistance est d'emblée finie. Une capacité de persistance finie n'a pas pu assurer l'existence de son système depuis toujours. Par conséquent, un système complexe ne peut pas avoir toujours existé. Tout système complexe a nécessairement eu un début, une origine, un point de départ dans le temps. Chaque galaxie a eu une origine, chaque galaxie, chaque trou noir, chaque étoile, chaque planète, chaque organisme, chaque molécule, chaque atome, chaque particule composite. Tout système complexe au sein de la réalité a nécessairement eu une origine, mais l'essence de la réalité n'a pas d'origine, elle est éternelle et elle est infinie, la substance fondamentale n'a pas d'origine, elle est éternelle et infinie, l'espace n'a pas d'origine, il est éternel et infini, le temps n'a pas d'origine, il est éternel et infini. L'espace et le temps étant infinis et éternels, il n'existe pas d'en dehors l'espace et il n'existe pas d'avant le temps. La substance fondamentale est simple, et il n'existe pas d'autre substance plus fondamentale qui serait plus simple que la substance fondamentale elle-même, il n'existe rien de plus simple que ce qui est strictement et absolument simple, et tout ce qui est substantiel au sein de la réalité, est nécessairement composé ultimement de quelques modalités et de quelques quantités de substances fondamentales, nécessairement composé d'unités élémentaires fondamentales de substances fondamentales. Nous constatons l'existence de systèmes complexes au sein de la réalité,
et ces systèmes complexes sont nécessairement composés, ultimement, de quelques modalités et de quelques quantités d'unités élémentaires de substances fondamentales, donc de quelques modalités et de quelques quantités de substances fondamentales. Tout système complexe est né, est apparu, a été formé, a été constitué, a émergé, tout système complexe est né un jour. Encore une fois, il n'existe pas et il ne peut pas exister de système complexe qui soit éternel. La substance fondamentale est-elle dotée des qualités de conscience, d'intelligence et de volonté? En d'autres termes, la substance fondamentale est-elle une entité étant définie par le fait qu'elle possède l'usage des qualités de conscience, d'intelligence et de volonté, la substance fondamentale est-elle une entité? Si elle est une entité, elle correspondrait parfaitement à la définition de Dieu, laquelle définition pose que Dieu est l'entité suprême, entité éternelle et infinie, et dotée de conscience, d'intelligence et de volonté, et entité dont toute chose substantielle dans la réalité procède ultimement. Si la substance fondamentale est dotée des qualités de conscience, d'intelligence et de volonté, alors ce serait elle, Dieu. Mais si elle n'est pas dotée de ces qualités, alors elle serait simplement la substance fondamentale, et Dieu n'existerait pas, puisque Dieu ne saurait être autre chose, s'il existe, que la substance fondamentale qui serait dotée de conscience, d'intelligence et de volonté. Qu'en est-il? Prenons la capacité d'intelligence. A minima, la capacité d'intelligence est la capacité que possède une entité, de configurer en elle-même, dans quelque partie ou dans quelque centre d'elle-même, quelque schéma complexe de quelque nature substantielle, rendant compte, plus ou moins précisément, de quelque complexité extérieure. Ceci est la description technique générale de la définition de base qualitative de l'intelligence, la capacité que possède une entité, de comprendre son environnement à quelque degré. La description technique de l'intelligence montre clairement que la qualité d'intelligence requiert de la complexité, elle nécessite que l'entité qui en serait dotée, soit un système complexe de quelque sorte, cette entité ne peut pas être une unité élémentaire fondamentale, elle doit être un système complexe. Tout système complexe n'est pas nécessairement doté d'intelligence, mais une chose qui est dotée d'intelligence est nécessairement un système complexe. La substance fondamentale est simple, elle n'est pas un système complexe, elle ne saurait être dotée d'intelligence. L'intelligence n'est donc pas une propriété fondamentale de la substance fondamentale, c'est une propriété émergente des systèmes complexes, qui émergent au sein des systèmes complexes qui ont le bon type et le bon niveau de complexité pour permettre la formation en leur sein de la qualité d'intelligence. La conscience est la capacité que possède une entité, de traiter les signaux d'information qui émanent de son environnement, et de traiter encore en elle-même le traitement initial de ces signaux d'information, et c'est la description technique de la qualité de conscience, la capacité de se rendre compte intérieurement de son environnement extérieur. Comme cela apparaît clairement avec la description technique, la qualité de conscience suppose et nécessite de la complexité au sein de l'entité dotée de conscience. La volonté est la capacité que possède une entité, d'organiser les modalités de nature et de direction des interactions qu'elle a avec son environnement, et là encore est mise en évidence la nécessité que l'entité soit dotée d'une complexité interne pour avoir l'usage de la capacité de volonté. L'entité doit être dotée d'une complexité interne, pour être dotée de la qualité ou de la capacité, de conscience, d'intelligence et de volonté. La substance fondamentale étant simple, elle ne saurait être dotée des qualités de conscience, d'intelligence et de volonté. Ces qualités émergent nécessairement de la complexité. Il s'ensuit que Dieu n'existe pas. D'une part, la substance fondamentale étant simple, elle est dépourvue des qualités de conscience, d'intelligence et de volonté, donc elle ne saurait correspondre à la définition de Dieu. D'autre part, seuls des systèmes complexes peuvent être dotés des qualités de conscience, d'intelligence et de volonté, lorsque ces systèmes complexes ont le bon type et le bon niveau de complexité, devenant ainsi des entités, définition d'une entité, une chose qui est dotée de conscience. Et de volonté, à quelque degré, une fourmi est une entité, un être humain est une entité. Or, tout système complexe ayant nécessairement une origine, aucun système complexe ne saurait correspondre à la définition de Dieu. Rien d'existant ne pouvant correspondre à la définition de Dieu, il s'ensuit nécessairement que Dieu n'existe pas, puisque tout ce qui peut exister, se répartit entre la substance fondamentale et les systèmes complexes composés ultimement de substances fondamentales. Nous constatons qu'il existe des systèmes complexes au sein de la réalité, et pas seulement des juxtapositions d'unités élémentaires fondamentales de la substance fondamentale.
Cela signifie que la propriété de se combiner les unes avec les autres est une propriété fondamentale des unités élémentaires fondamentales de la substance fondamentale. Nous disons que la substance fondamentale est animée naturellement et intrinsèquement d'une dynamique interne, et de cette dynamique émergent naturellement des systèmes complexes. Cela ne signifie pas que quelque chose de distinct de la substance fondamentale agiterait la substance fondamentale pour qu'en émergent des systèmes complexes. Cela ne signifie pas que quelque chose de distinct de la substance fondamentale se servirait de la substance fondamentale comme d'un matériau de base pour créer ou pour modeler de quelque manière des systèmes complexes. Cela signifie que la dynamique naturelle et intrinsèque de la substance fondamentale produit naturellement et spontanément des systèmes complexes de quelque nature. La dynamique naturelle et intrinsèque de la substance fondamentale n'est pas un phénomène qui aurait commencé un jour au sein de la substance fondamentale, c'est une propriété naturelle et intrinsèque de la substance fondamentale, donc une propriété de la substance fondamentale éternelle, qui participe évidemment de l'éternité de la substance fondamentale. Et l'une des conséquences de cela, c'est que des systèmes complexes émergent depuis toujours de la substance fondamentale, naturellement et spontanément. Il n'y a jamais eu d'époque où il n'existait aucun système complexe, puisque la dynamique naturelle et intrinsèque de la substance fondamentale est une dynamique éternelle, sans commencement et sans fin. Bien que chaque système complexe que l'on considère ait nécessairement un début, le fait qu'il émerge des systèmes complexes du sein de la substance fondamentale, ce fait a lieu depuis toujours, et continuera d'avoir lieu pour toujours. La formation des systèmes complexes au sein de la réalité, à partir de la dynamique naturelle et intrinsèque de la substance fondamentale, cette formation est éternelle, il s'est toujours formé des systèmes complexes, et il se formera toujours des systèmes complexes, et cela, bien que chaque système complexe particulier ait une origine, c'est-à-dire soit non éternel. Et les esprits sont simplement un type particulier de système complexe. Maintenant que nous avons expliqué ce qu'est la substance fondamentale, et que nous en avons établi les propriétés, nous pourrons expliquer l'origine des esprits immortels. Sensei Cyril Ndongasu.